Donc, ondes sonores. Nous, on veut étudier le système sensoriel, mais le titre, c'est ondes sonores. Donc, système sensoriel, l'oreille, c'est un appareil d'audition. C'est pour ça que nous avons parlé des ondes. Parce que les ondes, c'est le moyen de transport de l'information qui sera captée par notre système sensoriel qui est l'oreille. Et pour aborder les ondes sonores, il y a un passage obligatoire par les ondes mécaniques progressives. Pourquoi? Je vais vous donner un aperçu parce que déjà, l'onde sonore, ou bien le son, c'est un déplacement d'une onde mécanique. Donc, ce qui nous a obligé de faire un rappel des ondes mécaniques progressives. Dans cette famille d'ondes, on a deux types, ou bien deux familles. Les ondes transversales et les ondes longitudinales. La différence entre les deux, c'est donc la forme ou bien le sens de propagation ou bien la perturbation. La forme dont la perturbation se fait. Dans une onde transversale, le déplacement de la perturbation se fait dans ce sens. Le déplacement du point du milieu ou bien de la perturbation se fait d'une manière transversale par rapport au sens de déplacement. Et le meilleur exemple, c'est la corde. Vous avez tous joué avec une corde. Donc, quand on provoque une perturbation, donc on fait bouger la corde, donc cette perturbation-là, qui est un déplacement des points de la corde d'une manière transversale par rapport à la longueur de la corde, cette perturbation-là se déplace tout le long de la corde. C'est pour ça qu'on l'appelle onde transversale. Passons maintenant à l'onde longitudinale. Et là aussi, je vais faire appel à une expérience dont on a tous joué lors de notre enfance, c'est le ressort. On prend par exemple un ressort avec une bande de données, on fait une compression de quelques spires de ce ressort. Et on relâche. Donc cette compression-là, c'est une perturbation, donc c'est un déplacement forcé des points de ce ressort. Cette compression et décompression lors du relâchement, il sera transporté tout le long de ce ressort-là. Donc la compression déjà, l'écrasement des spires du ressort, c'est un déplacement longitudinal par rapport au sens de déplacement. C'est une déformation longitudinale. Cette déformation-là, elle se déplace jusqu'à l'autre bout du ressort. Donc le milieu dont la perturbation va se déplacer. C'est pour ça qu'on appelle ça une onde longitudinale. On prend un autre modèle. Si on prend un tube, dans ce tube-là, il y a un gaz. Si on fait une compression de ce gaz-là et on relâche, qu'est-ce qui va se passer? Ou bien on prend un tuyau et on siffle. Donc, en sifflant, on a provoqué une compression, donc on a imposé une pression sur l'air au début du tuyau. Qu'est-ce qu'on observe à la sortie? Cette compression-là sera observée à la sortie. Donc il y a un déplacement de cette compression-là, de cette perturbation provoquée à l'entrée du tube. Donc un fluide, tel que l'air par exemple,
il peut être un support de transport d'une onde transversale, onde de compression. Donc c'est ce qui ressemble au moyen de transfert de la parole. La même chose se passe. Moi, quand je vous parle, je provoque une perturbation à la sortie de ma bouche. Cette perturbation-là, elle se propage, comme elle s'est propagée dans le tube, jusqu'à atteindre vos oreilles. Donc, à la base, une onde acoustique, on va voir ça, donc j'anticipe seulement, une onde acoustique, c'est une onde mécanique. À l'origine, qui se fait par le biais de la compression d'un volume d'air qui utilise ce milieu qui est l'air ou bien un autre milieu, donc, puisque la parole elle peut se propager dans l'eau et dans un métal, dans un solide. On va voir ça avec un schéma. Donc au lieu de dessiner une bouche, donc, on a dessiné un microphone. Qu'est-ce qui fait le microphone? Comment il fonctionne? Il y a un système électronique derrière qui fait bouger une membrane. Il y a ici une membrane. Vous avez tous vu un microphone. Donc cette membrane-là, liée à une bobine, elle fait un mouvement oscillatoire, vibratoire. Qu'est-ce qu'il fait ce mouvement-là? Il fait une compression à chaque fois, compression et décompression des molécules d'air qui se trouvent juste devant cette membrane-là. Et comme on a déjà vu, la perturbation, elle va utiliser le milieu pour se propager. Donc, n'importe quelle perturbation générée au niveau de la source, dans ce cas-là, c'est le microphone, elle se propage jusqu'à atteindre nos oreilles, le système d'audition. Et pour cela, on doit faire la différence entre une onde acoustique et un bruit. Le bruit aussi est une onde acoustique, mais n'a pas de forme régulière. Donc, on va lire ensemble pour faire la différence entre un son et un bruit. Un son qui mérite d'être étudié et un bruit qu'on veut éliminer parce qu'il nuit à notre audition et ne porte pas d'informations utiles. Donc la définition classique, qu'est-ce que l'acoustique? C'est une science. Donc l'acoustique, quand on dit acoustique, donc on parle de la science des ondes mécaniques élastiques. C'est une branche de la physique, donc c'est une science décrivant la génération, la production, génération et propagation. Une onde générée à partir d'une source, elle doit se propager et captée par un capteur qui est le tympan de l'oreille. La propagation des ondes acoustiques dans les milieux. Les milieux, on a déjà parlé, on a dit que le milieu peut être liquide, solide et gaz. Dans notre cas maintenant, moi j'utilise l'air pour faire propager la parole. Donc les baleines, par exemple, ils communiquent entre eux avec des ondes sonores aussi. Mais ils utilisent l'eau. Si on parle devant la vitre, elle aussi, elle transporte la parole, donc avec une atténuation bien sûr. Donc, une personne en dehors de la salle, il peut nous entendre même si on ferme. Parce qu'il y a une partie de la perturbation qui sera transmise via ce milieu solide, qui est le verre. Elle imite des phénomènes tant sonores que vibratoires. Donc quand on parle de son ou onde vibratoire, on parle de la même chose. Et la physique
elle maîtrise bien en physique, on maîtrise bien et mathématiquement les ondes vibratoires. Donc on va utiliser les formules développées pour les ondes vibratoires pour comprendre le son. Qu'est-ce que l'acoustique? On passe maintenant à une autre définition. Qu'est-ce qu'un son? Dans le domaine des fréquences audibles, là je mets un point. Je parle d'un domaine audible. Ça veut dire que, autrement dit, il y a un domaine qui n'est pas audible. Ça veut dire que notre système sensoriel, système d'audition, n'entend pas toutes les fréquences, ou bien à toutes les fréquences, on peut dire sonores, existantes dans l'environnement. Donc il y a des sons que nous, on n'entend pas. J'avais une application, mais je ne voulais pas faire l'exercice sur vous. Je veux juste vous parler de l'expérience, vous pouvez la refaire. Donc notre système audible est compris entre 20 Hz, donc des fréquences. On va voir qu'est-ce que ça veut dire fréquence. Donc fréquence de 20 Hz jusqu'à 20 kHz, mais pas pour tout le monde. Pour les gens les plus jeunes. Pour vous, ça peut atteindre 15 jusqu'à 18 kHz. Et ça peut commencer de 30 Hz par exemple. Ça dépend, c'est du cas par cas. Dans mon cas, ma performance elle est plus faible. Donc plus on avance dans l'âge, plus cette plage-là, ou bien ce domaine audible se rétrécit. Donc ce qu'on doit noter, bien, ce qu'on doit noter, ce qu'on a noté, en démarrant de cette phase-là, domaine de fréquence audible, c'est qu'on n'entend pas tous les sons, toute la gamme sonore. Donc pour un être humain, il a une plage. Pour les autres, par exemple, pour un chien, il entend sa plage, elle est plus large que la nôtre. Les chauves-souris aussi, ils communiquent entre eux dans un domaine fréquentiel que nous, on n'entend pas. C'est le premier point qu'on a noté. Et le deuxième, c'est que cette plage-là, elle n'est pas unique pour tout le monde. Elle varie d'une personne à l'autre. Troisièmement, elle se rétrécit en avançant dans l'âge. Donc plus vous trouvez les personnes âgées, parfois ils ont des difficultés à faire la distinction entre le S, ça et ta. Ils les entendent presque de la même manière. Ils ne font pas la différence. Ça veut dire que cette lettre-là, apparemment, elle est à l'extrémité de notre plage d'audition. C'est clair ici. Donc on n'entend pas tout, on entend dans une plage. Cette plage-là, elle n'est pas unique pour tout le monde et elle se rétrécit plus on avance dans l'âge. Donc cette petite phrase-là nous a parlé de tout ça. Donc les ondes acoustiques composent le son à l'origine d'une sensation auditive. Donc hors du domaine audible, les infrasons, donc il y a les infrasons et les ultrasons. Et puisque nous, on n'entend pas ces sons-là, ces domaines de fréquence sont aussi utilisés par les humains, dans plusieurs domaines. Dans la communication, donc puisque ça ne dérange personne, je peux émettre un signal d'un appareil vers un autre appareil sans que ça me dérange. Par exemple, je peux utiliser une télécommande qui travaille avec les ultrasons. Le capteur de la voiture, le capteur de recul. Il y a des voitures qui sont équipées par un capteur de recul. Ils envoient une onde sonore et captent le retour de la réflexion de cette onde émise. Imaginez si nous on entend tous ces sons-là. Donc à chaque fois, quand une voiture veut se garer, elle va nous déranger avec ce son inutile pour nous.
En médecine aussi, on utilise cette gamme-là. On l'utilise en imagerie médicale. Et le fameux exemple, c'est l'échographe. L'échographe, le principe de fonctionnement de l'échographe, c'est l'exploration des ultrasons. Donc les médecins utilisent les ultrasons, donc une onde mécanique, à l'origine acoustique, qui se trouve en dehors de notre domaine audible, pour regarder ce qui est à l'intérieur du corps. Vous imaginez comme c'est génial ça? Auparavant, les médecins n'avaient pas ce confort-là. Et tout ça, c'est grâce aux ondes sonores. Ben, quand on avance le cours, on va comprendre la collecte à combien. Parce que j'ai déjà fait la place série, avec une oslo, plus on avance, plus on comprend mieux. Parce que les personnes les plus proches, à Bismarck, non. Parce que il y a d'autres personnes qui parlent entre eux. Donc, là, à partir de cet endroit-là, donc mon oreille perçoit plusieurs énergies, plusieurs ondes qui se combinent. Et on va voir ça à la fin du cours. Oui. Oui. Donc, tout simplement, donc, mais ça, je ne pas partie parce qu'on va la voir la fin de cours. Mais je vais ouvrir la parenthèse pour répondre à votre collègue. Donc, l'échographe, c'est quoi? C'est un microphone. Ce n'est pas vraiment un microphone avec une membrane classique, mais c'est le même principe. C'est une membrane, c'est une sonde qui vibre pour générer une onde acoustique dans le domaine, donc avec une fréquence, dans le domaine des ultrasons. Donc, une fois l'onde sonore elle est générée, elle va se propager dans le milieu environnant. Cette sonde-là, elle se reflète, elle va se réfléchir sur les milieux. Donc, l'onde, elle se propage, elle rencontre un milieu solide ou liquide ou gazeux. Dans ce milieu-là, elle va subir une réflexion, elle va se diviser en deux parties. Une onde réfléchie et une onde transmise. Il y a une partie de l'onde, elle se transmet à travers le milieu et une onde, elle se réfléchit. Par exemple, dans le ventre. Donc il y a une partie qui se réfléchit dès qu'elle rencontre à chaque fois un des organes. Cette onde réfléchie, elle peut être détectée par un capteur sur la même sonde. Donc on émet et on lit. On capte le retour. Et suivant l'intensité de l'onde réfléchie, donc l'onde elle se réfléchit suivant la nature du milieu. Donc un tissu molle, un tissu, par exemple dans l'os, c'est pas de la même manière que dans un tissu molle. La réflexion ne se fait pas de la même manière. C'est ce qui va nous donner un retour d'un signal avec des intensités différentes. Et par un outil informatique, on va interpréter ce retour-là. Donc plus l'intensité elle est faible, de la langue réfléchie elle est faible, ça veut dire que cette partie du tissu-là, elle absorbe plus que les autres. Donc c'est un organe différent. Et c'est ce qui nous donne cette image noire-là avec des contrastes. Ok? Donc le principe, c'est ça. Donc on continue. Qu'est-ce qu'un bruit? On a intérêt à faire la distinction entre son et bruit.
Le bruit aussi, c'est un son, puisque c'est une perturbation d'une onde mécanique. Donc le son perçu provoquant une sensation gênante et désagréable, on l'appelle bruit, tout simplement. C'est une notion subjective de la nuisance. Nature des ondes acoustiques. On va utiliser ces deux schémas-là pour comprendre la nature des ondes. Donc les ondes acoustiques dans l'air sont des petites fluctuations rapides de la pression. Autour, donc les fluctuations, elles se font autour de la pression statique. Par exemple, la pression atmosphérique. Donc déjà, dans la première partie du cours, on a parlé des ondes longitudinales et transversales. Donc question de nature, fréquence et tout, c'est la même chose. Le comportement est le même. Sauf que la forme, ou bien la forme dans la perturbation, ou bien les éléments, les molécules du milieu se déplacent par rapport au sens de déplacement, c'est elle qui fait la différence. Donc, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc, on n'hésite pas à utiliser un bain d'eau pour comprendre le déplacement du monde acoustique. Parce qu'on le voit. Si on prend une surface d'eau, on fait couler périodiquement une goutte d'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Cette goutte d'eau-là, en tombant sur la surface d'eau, elle va provoquer un déplacement des molécules du milieu, de l'eau. Donc, dès qu'elle atteint la surface, donc, il y a une force qui pousse l'eau vers le bas. Donc, une perturbation. Et la nature aime la stabilité. Donc, cette partie d'eau, elle a tendance à retourner, à chercher l'équilibre. Donc, elle va remonter. Et puisqu'elle retourne avec une vitesse donnée, elle va dépasser la position d'équilibre pour se déplacer un peu plus haut. Et comme ça, il y aura une perturbation répétitive. Une répétition de la perturbation. Et cette perturbation-là, elle doit se propager. Se propager où? Sur le milieu, qui est la surface d'eau. Donc, on va observer des petits cercles, il y a la perturbation sous forme de petits cercles qui s'éloignent de la source. De la même manière, le son se propage. Sauf que la différence entre les deux, c'est que le déplacement de la perturbation, il est longitudinal dans le cas de la surface d'eau, mais dans l'air, c'est transversal. Donc il y a une compression, décompression. Mais cette perturbation-là, il y a la compression des molécules d'air doit se propager dans le milieu, donc elle doit s'éloigner dans l'espace de la source. Donc il y aura des cercles, il y a ici. En réalité, c'est des sphères, parce que le déplacement du son se fait dans tous les sens de l'espace. Donc il y a des sphères qui s'éloignent de la source. Donc cette perturbation-là, dans un temps donné T, elle est là. Après un temps T plus delta T, on va trouver le même cercle, mais ici. Plus le temps avance, plus la perturbation s'éloigne de la source. Donc l'image de la perturbation sonore dans l'air, elle a réellement la même forme que le déplacement de la perturbation sur une surface d'eau, mais dans le volume. Au lieu d'avoir des cercles, on aura des sphères. Et pourquoi on dit là
que la perturbation se fait par rapport à la pression atmosphérique. Je vais vous expliquer ça. Là, la position d'équilibre, c'est la surface à l'origine, là où il n'y avait pas de perturbation. Une fois, je fais tomber une goutte d'eau, donc les molécules du milieu vont se déplacer vers le bas par rapport à la position d'équilibre, qui est le niveau 0, niveau d'équilibre. Quand elle retourne, sous l'effet de la vitesse, elle ne va pas s'arrêter directement ici. Donc elle continue à se déplacer vers le haut, mais toujours autour de la position d'équilibre qui est le niveau initial de l'eau, de la surface d'eau. Par rapport à l'air, malheureusement, oui, mais s'il y a des silence, la pression qui règne dans la salle, elle est de combien? C'est la pression atmosphérique. Moi, quand je parle, la oscillance totale, il n'y a que la pression atmosphérique, la pression de l'atmosphère. Moi, quand je parle, qu'est-ce que je fais? Une compression. Je comprime l'air. Par rapport à quoi? Par rapport à la pression atmosphérique. Donc, j'augmente un petit peu la pression de l'air, du volume d'air devant ma bouche. Quand je parle, j'augmente un petit peu le volume d'air. Augmentation du volume, ça perturbe une dilatation pour que les molécules du milieu cherchent l'équilibre. En cherchant cet équilibre, donc la dilatation se fait rapidement pour retourner à l'équilibre. Donc il y aura une création, on peut dire, d'un vide. On ne parle pas du vide absolu, non. Une décompression. Il y a une décompression, une dépression, surpression, je génère une surpression. Cette surpression-là, elle se propage et elle va générer une petite dépression. Ou bien laisser une petite dépression derrière elle, en cherchant l'équilibre. Et donc, il y aura à chaque moment, dans un point donné, une augmentation légère de la pression par rapport à la pression atmosphérique, la pression dans le silence, et puisque le milieu veut chercher l'équilibre, donc il y aura un éloignement des molécules l'une de l'autre avec une vitesse donnée, ce mouvement-là va créer derrière lui un vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura une diminution. Au lieu que le milieu retrouve la pression d'équilibre qui est la pression atmosphérique, donc on va aller un peu plus bas par rapport à la pression atmosphérique. Et puisque le milieu dans l'ensemble, il est porté à la pression P0, pression atmosphérique, et cette partie-là, qui était en surpression, est devenue à une pression, porter une pression par la suite, une pression inférieure à la pression atmosphérique, veut retrouver de nouveau l'équilibre. Donc, il y aura une compression de nouveau. Et c'est ce qui va nous donner une perturbation sinusoïdale dans un point donné. Donc, si on prend un point donné, il y aura chaque fois une perturbation sinusoïdale. Donc, il y aura une variation de pression sous forme sinusoïdale par rapport à la pression de référence qui est la pression atmosphérique. La pression au repos, là où il n'y a pas d'onde sonore. On commence à retrouver les petites formules, mais doucement, jusqu'à maintenant, on ne va pas trouver des formules compliquées. Donc, on va avancer doucement. Donc, on commence d'abord par la pression totale. Donc, la perturbation générée devant ma bouche, c'est un surplus de pression
que le mouvement de ma langue a ajouté à la pression de l'environnement, la pression atmosphérique. Ça veut dire que lors de ma parole, lorsque je parle, la pression totale, à un point donné, elle est égale à la pression atmosphérique plus la pression générée à un temps donné T. Cette valeur-là, elle est variable en fonction du temps. Elle peut être positive ou négative. On a déjà expliqué ça. L'unité, toujours, comme on a déjà vu dans la première unité cardiovasculaire, donc l'unité de la pression, c'est le pascal. Donc une onde acoustique égale, en résumé, une onde acoustique, c'est une onde de compression, ni moins ni plus. Donc la compression se fait dans le sens de propagation de l'onde. On passe maintenant à la propagation du son. Le son est produit par une ondulation. Ondulation, c'est par rapport à une onde. Et on n'a pas de problème de parler ou bien de représenter la perturbation sous forme d'onde sinusoïdale dont le déplacement visible, si on la dessine, comme ici, ça on peut dire que c'est une onde transversale, dont le déplacement est transversal. Mais les équations mathématiques qui gèrent cette onde-là, ou bien cette onde-là, sont les mêmes. Parce que l'image de la compression, c'est le déplacement par rapport à la position d'équilibre. Les deux sont des déplacements, ou bien des variations, ou bien des perturbations par rapport à une valeur d'équilibre. Donc le son est produit par une onde ondulatoire, d'ondulation, par une ondulation du milieu de propagation. Donc là, une modification locale de la pression, dans le cas de l'air, un mouvement vibratoire du milieu, gaz, liquide ou solide, un déplacement des particules de proche en proche, donc la perturbation acoustique se compose d'une compression et une dilatation du milieu. Là, il y a un milieu, des molécules d'air au début, elles sont réparties d'une manière homogène. Une source de perturbation, dans ce cas, un microphone, donc il utilise sa membrane pour générer une compression et une décompression. Donc il comprime et il recule par rapport à sa position d'équilibre, donc il crée une décompression. Compression et décompression, et la nature de ces perturbations-là, c'est qu'elles se transmettent dans le milieu. Là, il y a un point que je dois préciser avec vous. Quand je parle, la molécule d'air que j'ai fait bouger, est-ce que c'est elle qui a atteint vos oreilles? Non. C'est juste l'énergie. Donc les molécules, elles sont sur place, elles se déplacent en va-et-vient, et chaque molécule transmet son énergie à une autre molécule qui se trouve juste à côté. Donc c'est un transfert d'énergie. Ce n'est pas un déplacement physique des molécules. C'est un transfert d'énergie d'une molécule à l'autre. La même chose si on utilise la corde. Les molécules de la corde ne se déplacent pas. C'est plutôt l'énergie qui sera transmise d'un point à l'autre. Donc, un milieu, à l'origine, la répartition des molécules est homogène. La création de perturbations va générer un mouvement des molécules qui se trouvent au contact de la membrane de la source. Donc, ce mouvement-là sera transmis d'une molécule à l'autre jusqu'à atteindre le récepteur, l'oreille.
l'image de la pression, on peut la dessiner comme ça. Ou bien on peut la représenter sous forme d'une onde sinusoïdale. Donc, petit à petit, on commence à modéliser les ondes sonores. Une fois qu'on retrouve le modèle, on peut les faire parler par des outils mathématiques. Description de l'onde sonore. Une onde sonore est caractéristique d'une onde sinusoïdale. Elle ressemble à une onde sinusoïdale. Et une onde sinusoïdale, en physique, elle est caractérisée par, premièrement, la fréquence. Là, je veux votre attention. Donc, la fréquence, c'est quoi la fréquence? La fréquence ou la pulsation. On va lire ensemble si on comprend quelque chose. Donc, la fréquence par définition, c'est le nombre d'oscillations par seconde du phénomène ondulatoire qu'on peut exprimer en Hertz. C'est le nombre d'oscillations. عدد النبضات. Le mois de Ramadan, il passe avec une fréquence de combien? Une fois par an. Une fois par an. Par an, ça veut dire par unité de temps. Donc, nombre d'apparitions du phénomène par unité de temps. Donc, ou bien nombre d'oscillations par seconde. Là, si on dit que d'ici, du début, de la source jusqu'à l'oreille, l'onde acoustique, elle traverse cette distance en une seconde. La fréquence, elle est de combien? Une compression, deux compressions, trois compressions, 4, 5, 6. 6 cycles par seconde. Donc la fréquence, on va dire que qu'elle est de 6 cycles par seconde. 6 pulsations par seconde. 6 oscillations par seconde. Donc la fréquence, c'est le nombre d'oscillations. Le nombre de parties qui se répètent. Parce qu'en fin de compte, le signal, tel qu'on le voit, c'est un échantillon qui se répète. C'est le même. Si on prend cette partie-là, on va remarquer que cette partie-là, la même, elle se répète. Donc le signal, il a une forme répétitive, il se répète. Donc il y a une partie, là c'est la pression, on atteint le sommet au maximum de la pression, là il y a l'équilibre, là c'est une décompression, cette partie-là, elle se répète. Tout le long de son parcours, de la source, jusqu'au récepteur. C'est un signal répétitif. C'est d'ici d'où vient l'importance de la fréquence. Et combien de cycles par unité de temps. C'est pour ça que j'ai fait après l'exemple du Ramadan. Ramadan, il revient une fois par an. Si l'unité de temps chez les humains, l'unité qu'on utilise, c'est 10 ans. Ramadan se répète 10 fois par année. Donc la fréquence d'apparition du Ramadan, c'est 10 fois par l'unité de 10 ans. Dans les ondes acoustiques, en général, on utilise l'unité standard
du temps qui est la seconde dans le système international. Mais là, quand je dis ici, la fréquence elle est exprimée en Hertz. Eh bien, je vais vous dire que Hertz ou seconde moins 1, seconde dans la puissance moins 1, par seconde, cycle par seconde, c'est la même chose. Sauf que tout le monde il utilise cette unité-là parce qu'on a dit que celui qui a découvert la fréquence, c'est Hertz. Donc on utilise son nom comme unité. Mais les Anglais n'aiment pas ça, ils ne reconnaissent pas ça à Hertz, donc ils utilisent seconde moins 1. Pour nous, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Seconde moins 1, Hertz, c'est la même chose. La deuxième chose, la deuxième caractéristique, c'est la période. La période par définition, c'est la durée d'une oscillation en secondes. La durée d'une oscillation. Alors, si je comprends bien, d'après la définition, la période, c'est le temps que prend la perturbation pour faire un cycle. Là, c'est un cycle. Le temps nécessaire pour faire un cycle. Donc, là, puisque la perturbation, elle est répétitive dans le temps, donc c'est intéressant de connaître la durée d'une seule pulsation. Et par analogie, donc, on peut translater ça sur tout le signal. Là, je ne veux pas avancer. Apparemment, il y a une relation entre les deux, fréquence et période. Parce que fréquence, c'est le nombre de cycles par unité de temps. Nombre de cycles dans une seconde, par exemple. Si on prend le temps, une seconde. Donc, nombre de cycles par seconde. Et le temps, donc le nombre de pulsations. Donc, dans une durée d'une seconde, il y a un nombre donné n de pulsations. Donc, la durée d'une seule pulsation, c'est une seconde divisé par le nombre de pulsations. Donc c'est comme si la fréquence et la période, l'une est l'inverse de l'autre. Donc la fréquence égale 1 sur la période T. C'est la définition qu'on dit. Ou bien la période égale 1 sur la fréquence. Donc déjà, on a établi un lien entre ces deux caractéristiques. La pulsation oméga, ou la vitesse angulaire, elle est exprimée en radians par seconde. Pulsation, pour vous expliquer ça, je dois faire appel au cercle de Fresnel, qui se trouve ici. Donc, zid balla choui, comme ça. Là, c'est l'image de l'onde acoustique. Imaginez si je trace un cercle. Ça, c'est le cercle de Fresnel. La perte du point en temps t égale à 0, il est là. Là, je dois me positionner ici. Là, c'est l'amplitude et c'est le temps. Donc, je suis ici. La perturbation, donc le point se déplace de manière longitudinale jusqu'à atteindre le sommet. Donc, par analogie, je peux dire que mon point s'est déplacé sur un cercle jusqu'à atteindre le sommet.
retrouver l'équilibre. Sur le cercle, le flot continue son mouvement. Il fait un cercle, il atteint le sommet, il redescend, il atteint la position d'équilibre, il continue à descendre jusqu'à atteindre le point le plus bas, il reprend la montée jusqu'à retrouver la position initiale. La position initiale, elle est la même, là. Par la suite, ça c'est un cycle. Dans le deuxième cycle, qu'est-ce que je vais faire? Le même mouvement, pratiquement le même mouvement. Je remonte, j'atteins le sommet, je redescends plus jusqu'à atteindre le point le plus bas. Donc à chaque fois, c'est un mouvement circulatoire. Donc on a démarré d'un mouvement ondulatoire et son image sur le cercle de Fresnel, c'est un mouvement circulatoire. Ça veut dire que ce point en arc, c'est comme si c'était un vecteur. J'ai un vecteur, ce vecteur-là, je vais utiliser donc, un vecteur. Le vecteur il commence par le centre, donc j'ai un vecteur. Autant que t égale à 0, il est là. Ce vecteur-là remonte. Pour faire tout le tour. Donc, faire un cercle, ça veut dire que je fais tout le tour. Donc, depuis où? Donc, je commence par depuis. Donc, je fais un angle donné, 360 degrés, ou depuis. Depuis cet angle-là, je le fais, cet angle-là, depuis, donc tout le cercle, je le fais dans un temps donné, qui est égal à, le temps est égal à combien? Le temps nécessaire pour faire un tour, c'est la période. C'est la période. Là, c'est la durée d'une oscillation. Donc j'ai fait un cercle par T. Ça veut dire que la pulsation, qui est la vitesse angulaire au Chine, c'est Azawi. La vitesse angulaire, c'est l'angle parcouru qui est 2π divisé par le temps qui est égal à grand T, la période. Donc la pulsation, par définition, c'est la vitesse angulaire, elle est exprimée en radian. Et on a dit que la pulsation, elle est égale à l'angle divisé par T, sera al-zaman. Et 1 sur T égale à quoi? F. Donc je peux aussi dire que oméga égale 2π sur T égale 2π F. Donc c'est la même chose. Parce que F égale 1 sur la période T. Donc on a déjà parlé de la fréquence, et on a dit que la fréquence égale est l'inverse de la période. Donc, la fréquence égale 1 sur la période. Et on a parlé aussi de la pulsation, et on a dit que la pulsation, c'est l'angle parcouru par unité de temps. Donc, dans notre cas, pour faire un cycle, je sais que un cycle, c'est 2π. C'est tout le cercle, c'est 2π. Et le temps nécessaire, suffisant pour moi pour faire ou bien tourner cet angle-là, c'est la période, c'est T grand T. Donc oméga égale 2π sur T. Et puisque F égale 1 sur T, donc je peux aussi écrire oméga égale 2π F. Donc c'est clair pour la pulsation. Passons maintenant à une autre caractéristique, la célérité du son. Célérité, c'est une vitesse. Et la pulsation aussi, c'est une vitesse. Donc, comment je peux distinguer entre les deux?
Il y a une confusion. Je parle de la vitesse. Ce sont deux vitesses différentes. On va retourner au schéma. Là, il y a deux vitesses. Il y a une vitesse de perturbation, donc de déplacement, la vitesse de déplacement des molécules du milieu par rapport à la position d'équilibre. Les molécules de milieu se déplacent par une vitesse donnée. Elle peut être rapide, elle peut être lente. Cette vitesse-là, on l'appelle pulsation. Mais il y a aussi la vitesse de propagation. Donc il y a une perturbation, il y a un déplacement de la perturbation. Là, cette perturbation qui se fait par une pulsation donnée se propage ou bien s'éloigne de la source par une vitesse V qu'on appelle la célérité. La célérité, c'est la vitesse de propagation de la perturbation et la pulsation oméga, c'est la vitesse de déplacement des molécules par rapport à la position d'équilibre. C'est ça. Bien directement, je dois revenir maintenant parce que je ne trouve pas un exemple que j'ai déjà donné dans ma tête. Donc, ce point-là, est-ce qu'il se déplace? Ce point-là, est-ce qu'il se déplace? Non. Est-ce qu'il se déplace longitudinalement? Non. Mais transversalement, il se déplace. Il se déplace parce qu'il y a une perturbation générée. Imaginez si la forme du signal était comme ça. Ça veut dire que dans un temps très petit, le point qui se trouve là se déplace de l'équilibre jusqu'à atteindre la valeur maximale, plus rapidement. On va conserver deux signaux, parce que j'ai sûrement les schémas de Kailandi pour vous expliquer mieux. Là, je vais utiliser ce schéma-là. On prend un milieu. Là, ce point qui se trouve là, il s'est déplacé. À l'origine, il était à la position d'équilibre. Il s'est déplacé jusqu'au sommet dans un intervalle de temps égal à T1. C'est ça. Dans le même intervalle de temps T1 qui a permis à ce point-là, pour atteindre le sommet, bien pour s'éloigner de la position d'équilibre. Donc le temps T1 a permis à ce point-là de s'éloigner au maximum de la position d'équilibre. Dans le même temps, si on prend une autre forme du signal, dans la même période, le même point, la même boîte avec une autre vitesse, il peut parcourir une distance, il peut s'éloigner une distance x inférieure à celle du déplacement du point qui se trouve ici. C'est pas clair. Le problème, c'est que je n'ai pas d'exemple dans ma tête. Le mieux, c'est d'utiliser des exemples concrets. Ok, je reviens donc de chez Massai. Donc, n'importe quel point, sinon s'il vous plaît, n'importe quel point, suite à une perturbation au niveau de la source, il va se déplacer par rapport à la position d'équilibre. La position d'équilibre est là. Là, je me déplace, je reviens. Donc, autour de la position d'équilibre qui se trouve là, je me déplace doucement, mais je peux me déplacer par rapport à la position d'équilibre d'une manière plus rapide. Ça, c'est la vitesse de déplacement par rapport à l'origine. Donc, c'est la pulsation. Imaginez que je me déplace par rapport à la position d'équilibre et j'avance aussi.
J'avance avec une vitesse donnée. Et je me déplace par rapport à la position d'équilibre, par rapport à la position d'équilibre avec une autre vitesse. Je peux me déplacer avec la même vitesse, mais par rapport à la position d'équilibre, je vais me déplacer doucement. Donc déjà, on observe avec là, مازال ما رجعتش la position d'équilibre. Donc on est par rapport à la position d'équilibre doucement. Mais il y a de l'avancée rapidement. Donc la célérité, c'est la propagation de l'onde. Elle est indépendante du déplacement des molécules du milieu par rapport à la position d'équilibre. Donc la pulsation, c'est le déplacement des molécules par rapport à la position d'équilibre. Elle est indépendante du déplacement. Donc sinon, la prochaine fois, je vais chercher des vidéos pour mieux comprendre le phénomène. Donc, il faut faire. C'est clair? Ok. Donc, la célérité, c'est important. La célérité du son dépend du milieu. Elle est exprimée en mètres par seconde. Célérité, vitesse. La vitesse, c'est سرعة انتقال الموجة الصوتية. La vitesse de déplacement de l'onde sonore. Il y a aussi une autre caractéristique. C'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, elle dépend de la célérité. Longueur d'onde, chez en arabe, c'est طول الموجة. Ce que vous avez vu au lycée. طول الموجة. L'onde sonore, c'est des répétitions, sinon c'est une l'onde acoustique, c'est une répétition d'onde sinusoïdale. C'est une répétition. Donc ça c'est la première. Plus on avance, c'est la même image. Donc on reprend cette partie-là, on la recopie pour nous donner un signal acoustique. C'est une répétition. La longueur d'onde, c'est la distance entre ces deux points-là. Par exemple, si je mets une onde sonore et elle prend une seconde pour atteindre la colonne TAP, donc l'oreille TAP, la première colonne TAP, ça veut dire que l'onde sonore que j'ai envoyée, elle a pris pour atteindre l'oreille, la colonne TAP, une seconde par exemple. Une seconde. Une seconde dans une distance de 10 mètres. Donc le temps parcouru jusqu'à atteindre le récepteur, c'est une seconde. La distance pour atteindre le récepteur, c'est 10 mètres. Dans toute cette longueur-là, imaginez que l'onde sonore se propage dans l'eau. Si elle se propage dans l'eau, on va observer les ondulations. Si on va compter le nombre d'ondulations, 1, 2, 3, on va trouver N ondulations de la source jusqu'au récepteur. N ondulations. Ça veut dire que la distance, c'est N ondulations, l'une devant l'autre, elles font 10 mètres de longueur. C'est ça. Ça veut dire que la longueur d'une seule ondulation, il est égal à la distance, à la longueur totale. Donc il y a N ondulations l'une devant l'autre, collées à l'autre. Ça veut dire que la distance totale qui est égale à 10 mètres, on doit la diviser par N pour trouver la longueur d'une seule onde. Ce schéma-là, là, il y a une ondulation. Là, il y a une deuxième, elle se répète. Si la longueur totale, elle est égale à 10 mètres, par exemple, et on a 10 ondulations, ça veut dire que chaque ondulation, sa longueur, elle est égale à 1 mètre. Donc la longueur d'onde, c'est la distance visible en mètres
d'une ondulation. L'ondulation, elle commence à ce point-là jusqu'à ce point-là. Donc la longueur d'onde, c'est toute cette distance-là. C'est clair pour la longueur d'onde. Mais je vais faire la liaison entre longueur d'onde et célérité. Il y a sûrement une liaison entre les deux. Parce que la célérité, c'est la vitesse de déplacement. Et la longueur d'onde, c'est la distance. Donc, un point pour se déplacer, il y a la perturbation pour se déplacer de ce point-là jusqu'à ce point-là, elle prend une période, elle traverse une distance donnée, qu'elle est égale à la longueur d'onde. La longueur d'onde, on la mentionne par lambda. Donc la longueur d'onde, elle est égale à lambda. Et la durée nécessaire pour que la perturbation se déplace de ce point-là jusqu'à ce point-là, elle est égale à combien? La période t. Donc la célérité, c'est quoi? Parce que je parle là de déplacement. Et la célérité, c'est la vitesse de déplacement. La vitesse dans l'absolu, c'est la distance divisée par le temps. La distance parcourue divisée par le temps. La distance parcourue, c'est lambda divisé par le temps qui est la période. Donc la célérité, on peut écrire la célérité égale lambda divisé par la période. La célérité égale lambda par la période. Ou bien lambda multiplié par la fréquence. Et par conséquent, lambda, la longueur d'onde, égale la célérité divisée par la fréquence. Une pause. 5 minutes. Ok.